Notre fille qui était avocate un jour me dit « Mais maman, qu'est-ce que vous avez dans cette entreprise ?» Bon, pourquoi tu dis ça? Ben rien, vous n'avez même pas le fonds de commerce. En fait, le fonds de commerce, c'est le concept et puis son service à poignée amovible, et vous n'êtes propriétaire de rien. Ben non. Mais alors, ben oui, mais c'est pas grave. Ce qui comptait pour nous, c'était de sauver l'entreprise et de la développer, et de développer l'activité et l'emploi. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je suis Bernadette Dodane. Je suis présidente et cofondatrice de Christelle avec mon mari, Paul Dodane. Je suis mère de 3 enfants et j'ai 5 petits-fils et 8 arrière-petits-enfants. Vous avez grandi où, Bernadette? Alors, j'ai grandi dans un magnifique village qui s'appelle Arquesnan, dans le département du Doubs. Un village aussi qui a cette grande richesse, c'est les Salines Royales, qui attire beaucoup de touristes et qui emploie aussi pas mal de personnes de ce village. Et ce village est un terrain c'est un terreau, je dirais. J'y ai gardé beaucoup d'amis, ma famille, une bonne partie de ma famille. Et je l'ai beaucoup aimé et je l'aime beaucoup parce que j'y ai vécu assez longtemps. Voilà, donc où j'ai été très engagée aussi dans des associations de jeunes et où j'ai été très active depuis mon plus jeune âge. J'ai été scout d'ailleurs, j'ai commencé par le scoutisme, 7 ans de scoutisme qui m'ont quand même un peu trempé le tempérament. Et puis c'est quand même une école de volonté, de courage, de générosité et de savoir-faire, enfin, je dirais de civisme aussi. Voilà. Un pur produit de la Bourgogne-Franche-Comté? Oui, tout à fait. Oui, c'est un pur produit de la Bourgogne-Franche-Comté. Puis ensuite, je me suis engagée dans une association de jeunes, la jeunesse agricole catholique, puisque j'étais dans un milieu particulièrement rural, où j'ai rencontré mon mari à 18 ans. J'ai eu cette chance dans mon enfance d'être entourée d'éducateurs qui étaient particulièrement riches, des personnalités qui étaient remarquables et que j'ai toujours gardé envers eux une grande reconnaissance, une grande gratitude parce que je leur dois beaucoup. Je pense que mes parents déjà qui ont su éduquer leurs filles bien sûr, mais aussi entourés aussi par ailleurs d'une quantité d'éducateurs qui ont jalonné mon développement d'enfant, d'adolescente et de jeune. Ça veut dire une enfance assez studieuse, en tout cas vraiment portée sur l'apprentissage, sur l'élévation, sur l'éducation, pas du tout l'enfant rebelle, chahuté. Je pourrais dire que j'étais une petite fille bien élevée, voilà. C'est-à-dire sérieuse, studieuse, travailleuse aussi, consciencieuse et très tournée vers les autres, avec un sens des autres qui a toujours été très très fort, voilà. Est-ce que quand vous étiez jeune fille, adolescente, ces qualités-là, sur cet aspect studieux, cet aspect tourné vers les autres, vous fait déjà vous projeter professionnellement? Est-ce que vous aviez déjà des envies très précises de profession? J'aurais dû j'avais un dossier qui était préparé pour rentrer dans une institution catholique, c'était Notre-Dame à Besançon. J'aurais dû faire des études pour devenir pédagogue, enseignante. Et puis j'ai un papa qui, à l'annonce de mon départ, a fait une dépression très grave. Et quelque part, ça m'a dissuadée de partir. Parce que dans ma famille, enfin mes parents n'ont pas pu avoir les enfants qu'ils auraient souhaités. Ils ont perdu un fils quasiment à la naissance. Et voir partir en 6e à 35 km leur fille unique, c'était trop dur pour mon père. Et quelque part, j'ai pris la décision de ne pas
partir. Il fallait quand même que j'assure mon avenir et j'ai pris des cours par correspondance. Et je l'ai fait au début en cachette de mon papa parce que c'était aussi projeté un départ plus ou moins lointain, mais quand même, malgré tout. Et puis un jour, il a découvert l'enveloppe des exercices corrigés. Alors là, on a eu une explication et contrairement à ce que j'appréhendais, il a très bien réagi parce que son frère avait lui-même réussi avec des études par correspondance. Donc il a fait un rapprochement entre les deux. Il m'a dit je te souhaite la même réussite que mon frère. Et à partir de là, les choses ont été beaucoup plus simples. Donc j'avais pris déjà j'ai fait une option sur un premier cycle et puis un second cycle et j'ai fait mes études comme ça. Et ensuite j'ai perfectionné mes connaissances parce que je pense être une très bonne professionnelle en gestion d'entreprise, aussi par des stages et des quantités de tout ce qui a pu s'offrir à moi en formation continue et en lecture bien sûr de tous les ouvrages qui pouvaient concerner mon métier et ma soif d'apprendre et de maîtriser parfaitement les sciences de gestion d'entreprise. C'est une science, la gestion d'entreprise. Voilà. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Pour resituer le contexte, parce qu'aujourd'hui, 35 km, ça paraît dérisoire. Est-ce qu'on peut rappeler le contexte et c'était quoi le métier de votre papa et qu'est-ce qu'il imaginait pour vous en vous gardant à côté? Est-ce qu'il y avait peut-être déjà une idée de reprise? Mes parents étaient agriculteurs et voilà. Il n'imaginaient pas que je resterais dans la ferme, bien sûr que non. Mais je pense qu'il n'imaginait pas... Je pense que la souffrance de ne pas pouvoir avoir la famille qu'ils auraient souhaité a été très grande pour mes parents, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai que j'ai été très choyée, très entourée, très aimée, voilà, vraiment, je n'ai manqué de rien, quoi. Et en même temps, des parents très ouverts maman qui souhaitait fortement que je m'engage auprès des autres et que je les rencontre beaucoup et qui m'a donné même le sens de la responsabilité par rapport aux autres. Oui, c'est un parcours tout à fait atypique qui a duré toute ma vie d'ailleurs. C'est ce côté possessif de votre papa, enfin en tout cas où il a du mal avec la distance. Comment il voit lorsqu'à 18 ans, je crois, vous rencontrez Paul? Il se dit pas, je perds un peu mon enfant, elle grandit? Quand j'ai rencontré mon mari, quand il est venu à la maison, non, j'ai pas eu du tout de problème parce que mes parents accueillaient un autre enfant, quoi. C'était pas du tout, c'était un plus, c'était pas un moins, loin de là. Non. D'ailleurs, mon mari a tout à fait compris et répondu à leur attente parce que nous sommes partis quand même après la région de Sochaux-Montbéliard. Peugeot, mon mari souhaitait faire sa carrière dans cette maison-là. Et nous sommes partis donc à une centaine de kilomètres, 130 kilomètres. Mais nous revenions quasiment tous les week-ends. C'était à la maison. Donc, pendant très longtemps, on est revenu quasiment tous les week-ends. Et ensuite, mes parents nous ont rejoints dans une maison qu'on a construite, où ils avaient leur petit appartement. Donc, c'est vrai que mon mari a tellement bien compris qu'on n'a jamais été séparés quelque part. Je fais un bond dans le temps, parce qu'aujourd'hui, vous êtes présidente d'une entreprise familiale. Finalement, la famille, c'est peut-être le fil rouge de votre vie, ce côté tribu, presque. Oui, c'est très fort. Le sens de la famille est très très fort, c'est clair. Hein. Du côté de mon mari aussi. Voilà, donc à nous deux, c'est vrai que oui, on est très complémentaires et surtout, voilà, on voit les choses. La famille est ce qu'il y a de plus important. Quels sont vos premiers pas dans la vie active? Donc, je poursuis mes études par correspondance, avec succès d'ailleurs, toujours des très bonnes notes. Et voilà, c'était bon. Et quelque part, je suis demandée un jour, il y avait une usine dans notre pays, à Arquesnan, qui s'appelait UMAS, usine métallurgique d'Arquesnan, c'était déjà dans la métallurgie. C'était une fabrique de lime. Et il y a une personne qui est tombée malade dans cette usine.
Et ma voisine qui travaillait, qui était un peu plus âgée que moi, qui travaillait, m'a indiqué au RH de l'époque que j'étais disponible et peut-être que je pouvais assurer un remplacement. Donc j'ai assuré ce remplacement avec succès mais bon, la personne est revenue prendre son poste et tout, mais peu de temps après, 2 ou 3 mois après, c'est le patron qui est venu me chercher. C'était quand même assez impressionnant pour mes parents de voir arriver. C'était une traction, gros modèle, qui arrivait dans la cour de la ferme de mes parents et qui est venu en disant ma secrétaire a trouvé que votre fille avait fait un travail très intéressant et en fait on aurait un poste en comptabilité si ça l'intéresse. Mes parents étaient contents parce qu'en même temps je travaillais, mais je restais quand même près d'eux. Donc j'ai débuté ma vie professionnelle donc aux UMass. J'ai été responsable de la comptabilité client. Et puis très engagée par ailleurs, j'ai eu envie aussi de faire d'autres expériences et je suis partie. Et je connaissais mon mari et je me disais qu'il fallait quand même que je prépare mon départ. Donc je suis partie à Besançon. J'étais secrétaire de gestion à la succursale Citroën à Besançon. Et puis nous nous sommes mariés et puis nous avons choisi de partir donc à Montbéliard. Et là, le choix à ce moment-là, c'était en 1961. Je peux vous dire que les femmes qui travaillaient, c'était pas toujours c'était un peu tabou quand même. Hein. On voyait pas ça d'un bon œil. C'était une émancipation qui n'était pas tellement comprise dans les familles, dans certaines familles. Donc on n'avait pas prévu que je reprendrais le travail. Et en fait, il m'a tellement manqué mon travail que moi aussi j'ai fait une dépression. Et que le médecin a convaincu mon mari qu'il fallait que je reprenne mon travail parce que j'en avais vraiment besoin. Malgré la naissance de notre premier enfant, Damien est arrivé après 10 mois de mariage. 3 mois après, il a fallu que après sa naissance, je suis allée voir des experts comptables et quelque part, j'ai travaillé pour un expert comptable qui très vite m'a dit, vous pouvez y aller de vos propres ailes, hein, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, j'ai fait pendant une vingtaine d'années des travaux d'expertise comptable à la quarantaine, c'est-à-dire quand mes enfants sont partis faire des études supérieures à Strasbourg, mes aînés, les 2 aînés, j'ai trouvé que c'était intéressant mon boulot, mais malgré tout j'étais assez enfermée et que je manquais de contact. Et j'ai cherché à faire un bilan de compétences et je l'ai fait bien sûr avec quelqu'un qui était vraiment très très bien et qui en fait m'a pas lâché parce qu'à la fin de notre entretien qui a duré une après-midi, il m'a dit vous partez pas, vous venez avec moi vers le directeur du centre de formation où se passaient les bilans de compétences. Et il m'a emmené vers le directeur et a dit écoutez, je crois que cette dame, elle est vraiment taillée pour la pédagogie. Il ne faut pas la laisser partir. Et 3 semaines après aussi, j'ai eu le responsable de la section économique de ce centre de formation qui est venu me trouver en me disant je suis en train de me planter dans un stage de créateur d'entreprise parce que ça fait 6 ans que j'ai quitté l'entreprise et je suis plus dans le coup et quelque part je ne leur conviens pas. Est-ce que vous seriez d'accord de reprendre ce stage? Un stage qui durait 4 mois pour les couples, qui s'adressait à des couples qui avaient des projets de création d'entreprise. 4 mois à raison de 2 jours et demi par semaine. Et moi j'avais déjà un planning qui était très 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 chargé. Et puis mon mari m'a encouragée en me disant si, il faut le faire, ça va t'aller et puis on va bien faire, on n'ira pas au ski, mais on y est allé quand même, hein, ceci dit. et puis je l'ai accepté, je me suis dit ça va durer 4 mois, 4 mois qui vont être très durs, mais bon, on va assurer. Et en fait, j'ai mis le pied quand même. J'ai mis le pied là dans la création d'entreprise, dans le savoir-faire, dans les études de marché, tout ce qui et c'est là où s'est planté le directeur du service économique que moi j'ai parfaitement réussi. D'où ça vous vient ce désir de vous émanciper, de ne pas être dépendante d'un mari aussi aimant et gentil soit-il, mais d'avoir besoin de vous construire? D'où ça vous vient? Je pense que
Malgré tout, j'ai été privée de faire du parcours classique des études, alors que j'étais quand même, j'aurais pu parfaitement y réussir, puisque si la directrice de mon école avait préparé mon dossier d'entrée en 6e, elle l'avait fait vraiment avec un grand plaisir, et puis elle était sûre d'elle et tout ça. Donc bon, c'est vrai que j'ai pris la décision de ne pas quitter mes parents trop jeunes, et j'ai bien compris, mais bon, malgré tout, j'ai eu envie, la curiosité, comment vous dire, oui, d'abord je suis quelqu'un de curieux, mais j'ai une soif d'apprendre. J'ai toujours eu envie d'apprendre, c'est clair. Je sais transmettre après, si vous voulez, mais déjà en moi, il y a toujours une curiosité immense, et partout où je vais, Damien me dit, mon fils, il me dit toujours, maman, tu as une intelligence spéculative, tout t'intéresse et tu fais profit de tout. Mais oui, c'est un peu pourquoi, je sais pas, ça fait partie de mon tempérament, mais ça vient peut-être de d'avoir été privée d'un parcours classique. C'est très possible que ça me rend d'autant plus avide de connaissances, de compétences, de pratique aussi. J'aime le faire, mais j'ai toujours aimé depuis toute petite. Depuis toute petite, j'ai voulu faire ce que maman faisait, c'est clair. Quand vous faites ce bilan de compétences et que finalement la caractéristique première qui ressort, c'est la pédagogie, alors que, et d'ailleurs c'est étonnant, c'est pas habituel, vous dites que donc plus jeune, vous vouliez être pédagogue, pas enseignante, le mot vient en deuxième, c'est pédagogie qui revient. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, mince, est-ce que je suis pas passé à côté de quelque chose? Ou vous dites, ou comme vous êtes une éternelle optimiste, vous dites, bah, c'est le moment. Toute la famille, du côté de mon père, de mon papa, toute la famille est enseignante. Donc, bon, bah voilà, il y a peut-être un côté aussi, c'est peut-être génétique un peu quelque part, je pense. Mais c'est vrai que j'ai rencontré depuis des personnalités qui m'ont confirmé en me disant, mais vous êtes né pour transmettre, parce que vous le faites très bien. Et c'est vrai que, regardez, nous avons quand même sur nos 5 petits-fils, enfin il y en a encore un qui est en études, nous en avons 3 qui ont rejoint l'entreprise, on est quand même 8 de la famille dans l'entreprise. C'est une forme de transmission qui est peut-être, comment dire, par l'exemple ou par l'envie, puis le bonheur de le faire. Enfin, voilà, c'est une réussite, parce qu'on est quand même parti d'une friche, d'une ruine industrielle. Je peux vous dire, il a quand même fallu, à un certain moment, lorsque nous avons repris l'entreprise, il a fallu donner tous nos biens en garantie. On avait 47 et 48 ans pour avoir un emprunt de la banque qui ne suffisait même pas à couvrir le fonds de roulement nécessaire à l'activité normale de l'entreprise. Donc c'était un risque énorme. C'est quand même une histoire qui les touche aujourd'hui et qui nous disent vous avez quand même été formidable, quoi. Vous avez fait des choses que peu d'autres auraient fait et tout. On va juste revenir sur votre rencontre avec Christelle, enfin qui n'est pas encore Christelle à l'époque, qui est Japy. Mais donc là vous finissez ce stage en création d'entreprise. C'est un succès. Oui, qui fait que je deviens quand même formatrice. Ça fait partie des titres de ma carte de visite professionnelle. C'est-à-dire que ce stage a été tellement excellent quelque part que ça m'a fait connaître comme formatrice et réclamée par toutes les chambres de commerce de Belfort, de Besançon, de Montbéliard, etc., les agences de développement économique et tout, pour assurer des stages de formation. Donc je suis restée comptable bien sûr, et puis je suis devenue formatrice et conseil d'entreprise. On vous soumet un dossier? Oui, c'est ça. Le sous-préfet le sous-préfet de Montbéliard et le préfet de région qui me demandent une étude de faisabilité et de viabilité dans 2 coopératives ouvrières qui sont installées dans le Nord-Franche-Comté, issues bien sûr du groupe Japy, qui a fait faillite en 1979, et qui me demande une étude de faisabilité et de viabilité sur ces 2 entreprises. Est-ce qu'on peut juste rappeler le groupe Japy pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, le groupe Japy, ça a été la 2e entreprise française à l'époque napoléonienne. Un groupe qui est né en 1770
et qui, en 1826, à travers 3 des fils du fondateur Frédéric Japy, 3 des fils ont construit une usine de fabrication d'articles de cuisson qui s'appelle La Casserie à Fesches-le-Châtel en 1826. Voilà. Donc ça fait partie, cette entreprise, elle fait partie du groupe Japy, qui a des activités diverses et variées à travers toute la métropole, quelque part. Et puis des comptoirs de vente un peu partout dans le monde. Vraiment une entreprise très prospère, un groupe qui a précédé Peugeot, donc une entreprise emblématique dans le pays de Montbéliard, hein, puisque qui a précédé, a été plus importante que Peugeot à une certaine époque. Voilà, mais qui a traversé 3 guerres. La guerre de 1870, 14-18, 39-45, et puis qui ne s'est pas modernisée suffisamment et qui a connu des difficultés financières énormes, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de céder leur part, bien sûr, à des groupes financiers. Ça a été la Banque Formes dans un premier temps, et puis ça a été Grand Chandero, un autre financier, pour une deuxième période. Pendant 20 ans, cette entreprise a été gérée par des financiers, on dirait aujourd'hui des fonds d'investissement, qui n'ont pas réussi à redresser l'entreprise. C'est pour montrer à quel point c'était vraiment difficile, c'était vraiment compliqué. On rappelle juste, Bernadette, que quand une entreprise aussi importante ferme, le village, l'église sonne le glas. Oui, oui, oui. Et donc, donc après 20 ans de gestion par des financiers, de 1959 à 1979, lorsque le dépôt de bilan a été prononcé en 1979, le glas a sonné toute la journée, c'était un drame. Et puis, d'anciens salariés de Japy, qui n'avaient pas retrouvé de travail, ont décidé de réouvrir leur entreprise. Donc ils ont travaillé tout un hiver et puis pour nettoyer leurs machines, les faire redémarrer, ils ont redémarré leur fabrication de casseroles et ils ont réussi. Mais bon, quand il a fallu les vendre, ils se sont aperçus qu'on leur a dit attendez, la marque Japy, elle n'existe plus. Elle a été vendue et vous n'avez plus la marque Japy. Mais ça ne les a pas empêchés. Bon, ils ont dit on va en déposer une. Ils ont déposé une marque Cristal parce que ils avaient déjà un polissage de qualité. Ça évoque l'éclat, la brillance, Cristal. Ça a été refusé par l'INPI. Ils ont fait un deuxième dépôt avec Châtel comme marque. Le village de Fesches-le-Châtel, le bourg de Fesches-le-Châtel, deuxième refus. Donc, ils ont fait une contraction des 2 marques qui ont échoué, de leurs 2 dépôts échoués. La première syllabe de Cristal, la dernière de Châtel, et Cristal est né comme ça en mars 1983, a été déposé en mars 1983. Et puis, c'est à ce moment-là aussi que j'ai été demandée, à la suite de l'étude, bien sûr, que j'ai faite de faisabilité et de viabilité, que j'ai été demandée pour accompagner un jeune qui sortait des grandes écoles, qui venait d'être diplômé de Sciences Po et une maîtrise de droit en affaires. Et on m'a demandé de l'accompagner. J'ai accepté de le faire à raison d'une demi-journée par semaine. Vous acceptez pas tout de suite, Bernadette? Non, bien sûr que non. Ce que je n'ai pas accepté, c'est de la diriger. On m'a demandé 2 fois de la diriger. Et 2 fois, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc après, ils ont embauché ce jeune et m'ont demandé de l'accompagner. Pourquoi vous dites non à ce moment-là? Parce que j'ai déjà un planning qui est chargé comme tout. Et puis que, en plus, moi, j'ai quand même peut-être un tempérament généreux, mais franchement, une catastrophe. Vraiment, franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me mettre dans une situation catastrophique. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, mes études concluaient à une impossibilité de réussir. Hein. C'était non viable, c'est clair. Pourtant, vous acceptez d'aller donc 1 fois par semaine pour soutenir, accompagner ce jeune dirigeant, plutôt inexpérimenté du coup. J'ai accepté finalement d'accompagner ce jeune parce que ça faisait 2 fois que j'avais refusé de le diriger, cette entreprise. Je me suis dit, bon allez, il me reste qu'une demi-journée de libre que j'avais gardée pour ma famille depuis toujours. Je l'ai donnée. Et je suis rentrée comme ça, mais bon, c'était quand même une catastrophe et j'en voyais pas le tunnel. Le bout du tunnel, c'était un tunnel, mais vraiment noir, noir, noir. Et on n'en voyait pas le bout et je le savais, j'avais fait l'étude de faisabilité, j'avais dit que c'était non viable. Accompagner, c'était vraiment un geste de solidarité quand même, si vous voulez, quelque part. Voilà, hein. Même si la situation était catastrophique, il fallait quand même essayer de donner le maximum de ce qui pouvait être fait à ce moment-là. C'est Paul, mon mari, qui a sauvé la situation. Je lui ai demandé d'aller visiter l'usine, puisque Paul, c'est un technicien, concepteur industriel.
Donc il est parti à l'usine, il est revenu 1h30 après, et Paul me dit mais faut faire autre chose. Non, ils savent faire des casseroles depuis 150 ans. Il n'est pas question de faire autre chose, on ne peut pas diversifier une activité industrielle comme ça, il n'y a pas le rond, il n'y a pas de sous, il n'y a rien. Non, mais il faut rester dans l'article de cuisson, mais trouver autre chose. Qu'est-ce que tu veux trouver, l'article de cuisson? Ça a toujours été rond, hein, il faut touiller dans une casserole, dans une sauteuse, dans une poêle. C'est ce que tu veux trouver. Ben, je sais pas. Il faut trouver quelque chose qui n'existe pas. Apporter, je sais pas. Faut réfléchir. Et puis, quelques temps après, mais peut-être le lendemain, ou peut-être 2-3 jours après, il me dit, mais si vous faisiez un concept de cuisson-service à poignée amovible? Et moi, j'entends que poignée amovible. Je dis non. La poignée amovible, tout le monde, toutes les marques en ont. C'est affreux, c'est moche comme tout. Il me dit non, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Je t'ai parlé d'un concept cuisson-service à poignée amovible. Et ça change quoi? Eh bien, ça change que la partie principale, l'article de cuisson, une fois libéré de son accessoire, poignée ou anse, présente une ligne pure, contemporaine, qui permet le service à table, sans déparer les plus belles tables. Et ça, c'est un concept qui n'existe pas. Donc, vous pourriez au moins viser la survie, au moins la survie. Et voilà, et là, ben oui, mais que faut-il faire? Faut aller voir un designer. Oh ben tu parles. Il n'y a pas d'argent, il n'est pas question de payer un designer, mais toi, puisque tu en as l'idée, que tu en as les compétences et le talent, parce que mon mari est un artiste, ben t'as qu'à le faire. Et moi, je suis dans l'automobile, bon, ouais. Mais bon, quelque part, il a descendu sa planche à dessin du grenier, et puis il l'a fait, et puis très vite, parce que c'était vraiment tout clair dans sa tête, il m'a dit, ben, j'ai fini mon étude, je vais aller la donner aux coopérateurs, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, ben, il est allé leur donner, puis ben, 50% étaient pour essayer de faire quelque chose, 50% contre, puis on peut le comprendre, ils n'avaient pas les moyens. Et puis, 8 jours après, ils ont réfléchi quand même, pendant 8 jours, et ils se sont dit, mais on sait qu'on va droit au mur, puisqu'on vend nos produits à perte, ben, quitte à faire. Si c'est pour aller au mur, il vaut mieux y aller après avoir essayé autre chose que d'y aller en sachant qu'on y va, quoi. Et ils sont revenus le trouver en disant, mais est-ce que vous seriez d'accord de venir bénévolement nous aider à sortir un prototype qu'on pourrait présenter au prochain salon professionnel? Alors il dit, mais moi je travaille chez Peugeot. Ben oui, mais le soir après le travail. Mais le soir après le travail, il n'y a plus personne chez Christelle non plus. Ah si, on a trouvé 2 personnes qui seraient d'accord de décaler leurs horaires, ou par roulement, enfin, de décaler leurs horaires pour correspondre à votre disponibilité. Et puis ben, Paul a dit, ben, dans ce cas-là, oui, j'y vais. Donc il est rentré comme ça, bénévole bien sûr, pour aider à sortir avec un outilleur, avec un ajusteur, etc., pour sortir les prototypes. Bernadette, juste, vous personnellement, quand Paul commence à s'investir, quand il descend la planche à dessin, qu'il propose ce concept et que derrière il accepte d'aller le soir après le travail bénévolement, qu'est-ce que vous éprouvez? Est-ce que c'est une forme de fierté, de dire mon époux est quelqu'un qui a du cœur, qui va aller aider? Ou est-ce que à un moment donné, il y a une forme aussi de culpabilité en se disant oh là là, je suis en train d'embarquer tout le monde dans cette folie? C'est quoi votre état d'esprit à ce moment-là, votre sentiment? Alors c'est sûr que quand Paul est rentré dans cette entreprise, on y a perdu personnellement beaucoup de choses parce que notre qualité de vie a été complètement transformée, puisque le soir il partait directement de chez Peugeot pour aller chez Christelle préparer ses fameux prototypes, et puis en même temps ben, c'est comme il n'est ni ajusteur mon mari ni outilleur, ben, il avait du temps, il fallait bien sûr encadrer la sortie de ses prototypes, mais en même temps c'est vrai qu'il fallait aussi organiser cette usine qui n'y était pas du tout. Ça avait redémarré dans des conditions qui ne permettaient vraiment pas d'avancer au niveau de la rentabilité en production et puis même de l'organisation du travail et tout ça. Il fallait tout revoir. D'ailleurs, Paul a fait appel à des amis aussi qui sont venus bénévolement travailler dans cette entreprise pour la réorganiser avec lui. Hein. Ça c'est clair, il l'a pas fait seul non plus. C'est pas une satisfaction, mais en même temps, c'était quelque chose, c'était une mission. Voilà, je l'ai senti comme une mission. Et une mission qui était plus large que simplement nous deux, puisqu'il y en avait d'autres qui venaient s'y joindre, qui étaient nos amis aussi et tout. Mais c'est ça, je l'ai ressenti comme une mission. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas les repreneurs de l'entreprise. Vous êtes des bénévoles, des accompagnateurs, vous
vous faites de l'investissement, mais elle n'est pas à vous, elle ne vous appartient pas. Est-ce que ça, vous voulez bien le raconter? Parce qu'il y a quand même toute une période d'années où vous investissez, mais légalement, juridiquement, ce n'est pas du tout à vous. Non, mais c'est plus long que ça. Hein. En fait, là, nous investissons bénévolement pour aider les coopérateurs à réussir leur pour les aider. Notre ambition à tous, c'était de maintenir l'activité et l'emploi sur le site. Ça, c'était un objectif qui était pleinement partagé. Bien sûr que les ventes à perte ont généré un passif à un moment donné, et qu'il y a eu aussi un dépôt de bilan à nouveau de la Scope Christel. Et s'est posé la question de la reprise derrière la Scope Christel. On est resté 7 ans avant de racheter l'entreprise. 7 ans. C'est-à-dire que même lorsqu'on a tout risqué, y compris tous nos biens qui étaient en garantie, qui avaient été donnés en garantie, nous sommes restés 7 ans, de 1987 à 1993, 7 ans sans être propriétaire. Notre fille qui était avocate un jour me dit « Mais maman, qu'est-ce que vous avez dans cette entreprise ?» Bon, pourquoi tu dis ça? Ben rien, vous n'avez même pas le fonds de commerce. En fait, le fonds de commerce, c'est le concept de cuisson-service à poignée amovible, et vous n'êtes propriétaire de rien. Ben non. Mais alors, ben oui, mais c'est pas grave. Ce qui comptait pour nous, c'était de sauver l'entreprise et de la développer, et de développer l'activité et l'emploi. Et c'est seulement 7 ans après que la mandataire liquidateur de la liquidation de la Scope Christel nous a convoqués pour que la Scope Christel cède l'entreprise à la nouvelle société DGA, de Dan, Jean et Associés. C'était pas le but. Le but n'était pas la propriété. C'était pas le but du tout. Mais c'est resté une philosophie tout à fait particulière, parce que on ne s'approprie pas Christel. C'est pas une entreprise qu'on s'approprie. C'est une équipe humaine qui se passionne au développement de concepts originaux, mais originaux aussi. On a apporté beaucoup de choses et on est passionné aujourd'hui encore. Notre effectif est jeune et puis est toujours passionné pour développer des choses qui sont différentes, qui sont autres et avec des valeurs ajoutées supplémentaires. C'est comme ça. Nous avons, transmis notre entreprise à nos enfants, Paul en 2003 et moi en 2009. Nos enfants, à qui nous avons transmis nos actions, ont fait le même geste en décembre et en janvier à leurs enfants. Et ça, c'est extrêmement rare. Ça surprend tout le monde. C'est tout ça pour qu'ils ne soient pas obligés de vendre l'entreprise pour payer des frais de transmission quand c'est trop tard, quoi. J'aimerais bien qu'on revienne, Bernadette, si vous voulez bien, sur la première année où l'entreprise va bien, parce que ça prend du temps, il faut renaître. La première fois qu'on a un bilan positif, après on est sur la décennie de combat là quand même. Comment à ce moment-là vous vous sentez? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est la fête ou on est prudent? Il ne faut pas être trop exigeant. C'est-à-dire que quand est-ce que ça va bien, c'est quand les commandes arrivent et que les commandes sont de plus en plus importantes et que on arrive à référencer nos produits dans les grandes centrales. C'est ça pour nous, c'est déjà le fait que ça va bien. C'est-à-dire que chaque jour on regarde, ça va tellement mal que chaque jour on regarde la chose qui est positive. Hein, une rentrée d'argent un peu plus importante, une rentrée de commandes un peu plus importante. Voilà, on regarde la chose positive qui se passe. Et ça dure des mois et des mois. Et quand même, ce concept de cuisson-service à poignée amovible a son succès. Il y trouve son intérêt. C'est un produit actuel. C'est un produit qui a une valeur ajoutée qu'on n'a jamais connue dans les articles de cuisson jusque-là. Même la concurrence nous l'accorde en disant vous avez complètement boosté le marché. C'est une originalité qui est quand même, il y a des atouts très importants dans ce concept. Et bon, vous apercevez que ça marche en fait. Alors ça marche toujours la tête sous l'eau. Eh oui, oui.
Mais bon, mais quand même, ça va marcher. Je suis une vraie gestionnaire et les chiffres, c'est important pour moi, bien sûr. Mais dans le sens de l'information que ça apporte et des décisions que ça permet de prendre les meilleures, etc., etc. Mais l'argent, je compte pas mes sous. Je compte pas l'argent. Mon mari est là, il est témoin. L'argent, c'est pas un but. Le vôtre, mais celui de la société quand le premier bilan est positif. Le bilan positif, je pense que c'était la 2e année déjà. Oui. Non, mais on a su économiser, on a su réduire un maximum les charges, on a su, mais malgré tout, pas n'importe où, parce que nous avons redémarré cette entreprise avec tout le personnel. C'est-à-dire que tous les coopérateurs qui avaient déposé le bilan ont été repris par notre société. Tous, on n'en a pas laissé un, alors que le risque était tout aussi grand pour nous que pour la structure qui précédait. Mais on a fait des économies partout ailleurs, et puis on a travaillé beaucoup. Vous avez même été en avance avec votre temps, parce que fallait reconstruire cette friche industrielle, l'usine. Et vous, même déjà dans les années 90, les débuts des années 2000, il y a cette dimension circulaire, écologique, énergétique, rigueur énergétique. On n'en parle pas vraiment à l'époque, c'est un concept lointain. Vous, c'est déjà au cœur de vos préoccupations. Il y avait aussi cette volonté-là chez vous de peut-être de sortir du passé en allant vers en plaçant Christelle sur les rails du futur. Qu'est-ce qui a le plus joué dans la construction de Christelle? C'est nos convictions. Ça, c'est sûr. C'est plus que tout, c'est nos convictions. Et c'est la pratique. C'était vivre ce qu'on croit. C'était le plus important. C'était vivre ce qu'on croit, vivre ce qu'on dit, vivre ce qu'on voudrait, vivre, voilà. C'est vivre ses convictions. C'est pas rien de vivre ses convictions. C'était ça qui était le plus fort. Et c'est ça qui nous a permis de construire notre société sur des valeurs. Et c'est vrai, au niveau je vous ai dit, on a repris tout le personnel, on n'en a pas laissé un de côté, malgré le risque que ça représentait. Et c'est vrai que le premier investissement qu'on a fait, c'était sur c'est Paul qui a acheté une machine à laver, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, parce que la personne qui nettoyait les produits au bout de l'espèce de chaîne qui existait, les trempait ses mains dans le trichlore toute la journée. Et quelque part, malgré qu'on n'avait pas de moyens, quelque part, il est allé partout chercher une machine pour nettoyer les produits, pour la sortir du trichlore. Ça, c'était le premier geste sans qu'on ait de moyens. Voilà. Et puis ça a continué comme ça parce que on aime la nature, parce qu'on aime les personnes, on aime ce qu'on fait, on aime voilà, et qu'on veut le faire avec du sens. Difficile d'aimer ce qu'on fait si on n'y donne pas du sens quelque part, voilà. Aujourd'hui, Christelle rayonne à travers le monde. C'est un succès en Asie. Vous avez emmené même le logo Origine France Garantie à Chicago. C'est au-delà de la force d'y croire. C'est aussi un travail acharné. Alors, du rayonnement international, ça dépasse même le stade de Christelle. Voilà. C'est vrai, parce que j'aime beaucoup mon pays. J'ai un sens patriotique qui est très fort. Hein, c'est pas ultranationaliste, c'est simplement que je suis... Peut-être le scoutisme qui m'a donné aussi ce sens, cette ouverture-là. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup pour dire qu'il faut développer Origine France Garantie à travers le monde et lui donner la puissance que ça mérite. Parce que fabriquer en France, il y a de quoi être fier de le faire. Et vraiment, j'en ai très fortement... je m'y suis fortement engagée. Et puis Damien, notre fils, poursuit cet engagement avec autant de conviction que j'en avais. Hein. Il a le même... je souhaite la réindustrialisation. À ce titre-là, je m'y engage aussi, puisque je reçois des milliers de jeunes dans notre entreprise pour leur redonner le goût
du faire, de redonner le goût de l'entreprise, de l'industrie. Nos usines ont complètement changé, l'industrie s'est transformée, il est temps qu'on en prenne connaissance, et puis il est temps aussi qu'on développe une formation plus basée aussi sur les professions manuelles. On réindustrialisera qu'à ce prix-là. Hein, on ne peut pas réindustrialiser sans savoir-faire. Et quelque part, il faut redonner l'envie et le goût. Et puis, voilà, c'est pour ça, je dis, ça dépasse même le stade de Christelle. C'est l'envie. Quand je vois la balance commerciale en France aujourd'hui, ça me rend malade. Ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, comment peut-on avoir laissé partir tout ça? Quand le président de la République part au Japon, dans sa délégation, il y a forcément Christelle pour représenter l'industrie française. Vous portez l'insigne de la Légion d'honneur, vous avez un nombre de distinctions et de prix incroyables. Votre époux aussi est diplômé. Qu'est-ce que ces reconnaissances, ces témoignages de reconnaissance, de remerciement procurent chez vous? Alors bien sûr que nous avons beaucoup de témoignages de reconnaissance qui ont jalonné, si vous voulez, notre développement, le développement de Christelle, et puis son rayonnement à travers le monde, à travers notre pays, bien sûr, à travers le monde. On les apprécie beaucoup, hein. C'est une fierté, bien sûr. On le prend comme un encouragement pour poursuivre cette démarche. Mais je vais vous dire, cette démarche, elle nous comble déjà tellement. Je vais vous dire, j'ai reçu une haute fonctionnaire, très haute fonctionnaire, récemment dans l'entreprise, qui me dit, mais beaucoup d'entreprises se plaignent, et je viens dans votre entreprise et je vous trouve tous particulièrement heureux et fiers, et vous pratiquez les valeurs, vous avez une pratique des valeurs qui est incroyable, et vous affichez en même temps une performance économique incroyable. Expliquez-moi. C'est vrai que souvent on oppose la pratique des valeurs à la performance économique. Ben, je lui ai répondu, je pense que justement, c'est la pratique des valeurs qui est à l'origine, qui est la performance économique de Christelle est la conséquence de la pratique de ces valeurs en interne et à l'extérieur. Tous les matins chez nous, tous les matins, vous m'entendez? La journée commence avec 5 minutes de réunion, pas plus, hein, c'est minuté, 5 minutes où les gens disent les irritants. Mais le fait d'avoir le droit de dire ce qu'on pense, et quand ça va pas, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose dans l'esprit, dans l'ambiance d'une entreprise. C'est formidable, hein, c'est formidable. Ça ne peut pas ne pas marcher. J'ai une toute dernière question, plus généraliste. Beaucoup de jeunes pensent qu'à créer leur marque. Vous avez pris le risque de la reprise. Il y a tant de belles usines encore là qui sont à reprendre, qui n'ont pas de repreneurs, alors que tous les jeunes pensent qu'à créer leur marque. Quel message vous passeriez aux jeunes qui ont une âme d'entrepreneur, mais qui ont peur de la reprise? Vous qui avez osé la reprise. Un message que je souhaiterais passer aux jeunes, mais c'est de leur dire, mais allez-y. Mais allez-y, il faut y aller avec... il faut y aller avec des convictions. Il faut y aller avec. Il faut donner du sens à ce qu'on fait. Il faut aussi pas faire seul. Il faut faire avec les gens qui nous entourent. On ne fait rien seul, hein, de toute façon. On fait rien seul. Il faut des bons leaders, ça c'est clair. Il faut qu'ils soient de bons leaders. Pour être un bon leader, il faut être pétri de conviction. Il faut quand même savoir où on va. Il faut savoir le partager. Il faut savoir le transmettre. Il faut savoir au quotidien, etc. Mais ils ont toutes les chances de réussir s'ils le font, s'ils sont courageux, parce qu'il faut quand même travailler beaucoup pour réussir. Hein. Il y a pas photo. Hein. Et sur la reprise? Ah ben la reprise, il faut risquer aussi, c'est sûr. C'est un immense risque. Un immense risque, ça c'est clair. Mais bon, quand on a l'âme d'un entrepreneur, le risque, si vraiment on a l'âme d'un entrepreneur, le risque ne retient pas. Parce que moi, je sais que j'ai passé beaucoup de nuits blanches
Et que quand je réveillais mon mari, puis lui dire, puis si jamais on se plante, tu te rends compte, tous nos biens sont, on n'aura plus de maison, on n'aura plus, et il me répondait, bon, il y en a qui sont locataires toute leur vie, puis ils sont aussi heureux que les autres. Comme quoi, l'envie d'entreprendre est plus forte que le reste. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.